Bien, désolé pour ce petit retard dans l'entrée en matière. J'ai eu un petit problème de son. Voilà, c'est réglé. Donc, ce soir, le questionnaire de Van Salomon, on clôture ce quatuor de vidéos sur cet auteur ce soir. On aura parcouru peut-être pas l'ensemble de son œuvre, mais la majeure partie de son œuvre de romancier. Une grande partie en tout cas. Et bien de fait, on passera par la suite à autre chose, pas forcément. Peut-être que la semaine prochaine, j'y reviendrai, je ferai quelque chose de lié à tout ça. Mais en tout cas, c'est ce soir qu'on en finit avec cet auteur. Donc, pour en finir, le questionnaire, donc le livre fait 915 pages, il est assez épais. Il est paru en 1951. Et vous le trouvez normalement aujourd'hui au prix de 18,50 €. Donc commençons comme d'habitude, alors par l'auteur et le contexte. L'auteur, je crois que l'on peut se passer à ce stade de revenir sur la biographie d'Ernst von Salomon, même si, avec le recul, je me rends compte que j'en ai sans doute pas dit assez par la volonté de ne pas tout dire la première fois et de ne pas revenir dessus par la suite. Je n'ai peut-être pas dit tout ce qu'il aurait fallu, mais tant pis. On aura parcouru toute son œuvre. C'est le problème de travailler parfois au cas par cas. Vous avez parfois un manque de vision d'ensemble, mais tant pis. Voilà, on aura dévoilé une partie de sa biographie au travers de l'étude de ses œuvres. Donc, attendez, hop, je bouge le diapo. Donc le questionnaire, c'est, comme j'ai dit, quatrième et dernier livre présenté, c'est le plus connu. Même si dans certains milieux on connaît plus les réprouvés, le questionnaire embrasse sans doute un petit peu plus large. C'est son opus magnum, comme on dit, c'est le rideau tiré sur son œuvre, bien qu'il fera apparaître par la suite de mémoire 2 autres livres, mais d'une importance bien moindre. Donc disons-le à nouveau, Les Réprouvés, c'est un immense livre que seule la jeunesse peut parfaitement comprendre et qui s'éloigne de nous à mesure du temps qui passe. L'écho, j'en suis le témoin vivant du temps qui me vieillit et m'en sépare, l'écho se fait de moins en moins proche. C'est à la fois le temps de l'histoire qui s'écoule et aussi effectivement le temps personnel et le ressenti par rapport à une œuvre. Sur certains points, le Van Salomon des corps francs est aujourd'hui lointain par ce qu'il a vécu, inactuel par notre environnement comparé au sien. Ça n'empêche pas que les leçons soient éternelles. Cet éloignement, c'est tout simplement le fruit d'une large balafre qui est apparue, la Seconde Guerre mondiale, à l'impact titanesque sur la suite de la vie des hommes et des sociétés, changeant l'ancien monde dans beaucoup de ses aspects. Le questionnaire est, lui, un immense livre qui, à contrario de ses premières œuvres, ne perdra pas son actualité, à mon avis, avant quelques temps. Je pense. Les Réprouvés, c'est un grand livre pour celui, on va dire, qui a un cœur et un esprit ouvert. Le questionnaire, c'est un grand livre tout court. Peut-être qu'il parlera moins à l'âme, peut-être qu'il est moins flamboyant, mais c'est un grand livre. C'est un livre assez unique, dans sa construction d'abord, et dans sa construction principalement, et dans ce qu'il aborde ensuite. Le livre paraît en 1951, dans une Allemagne vaincue et ravagée. D'abord matériellement, mais surtout spirituellement. Le pays a été le centre principal du fluide moral et intellectuel qui a irrigué l'Europe du temps. Il a abrité un peuple industrieux, vibrant et qui s'est rêvé un destin, avant de tout perdre dans 2 guerres mondiales. Van Salomon est le témoin de ce destin contrarié, du grand vide qui s'ensuit, des multiples impasses du demi-siècle écoulé et qui a fini par reformater l'Allemagne sur le modèle des démocraties libérales. Et donc, le dépôt de bilan de sa cause. C'est l'échec complet et total de ce pourquoi il s'est battu. En plus de l'estime que l'on peut porter au livre en tant qu'œuvre, il faut aussi ajouter la valeur du document historique. Il paraît après la guerre et rencontre un immense succès qui n'a jamais été démenti, ouvrant la porte aux importants débats sur les responsabilités personnelles et nationales de l'Allemagne de l'époque, débats jamais tranchés qui se poursuivent encore 80 ans plus tard. L'originalité profonde du livre réside donc dans sa construction. Il utilise le canevas du questionnaire que tout Allemand a dû remplir en 1945 au profit du gouvernement allié des territoires occupés dans le cadre de ce qu'on a appelé la politique de dénazification.
Ce canevas est l'occasion de partir du plus général, commençant par son identité, donc son nom et sa généalogie, ce qui est le prétexte pour un long voyage par l'Italie et la France, voyage auquel le lecteur est convié, et voyage exact, puisque les informations apportées sur les 2 Salomon d'Alsace, à l'origine de la branche allemande de l'auteur, sont confirmées par des travaux plus récents, consultables en ligne. Je l'ai fait moi-même, je me suis amusé à aller chercher un petit peu ces informations-là. Donc du général au plus particulier, permettant à l'auteur d'aborder tous les aspects des années 30 et 40 en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale offre à Ernst von Salomon de revivre personnellement une époque qui doit être racontée, et donc, prenant sa plume, il se décide à le faire. On se rend compte, en concordance avec tout ce que l'on a déjà dit sur cet écrivain, que cet homme de la droite dite nationale s'est tu depuis 1933. Il s'est tu aussi parce qu'il n'avait rien à dire, hein, bien sûr, qui n'est pas juste un faiseur de phrases. J'ai mis ici Der Reiter gen Osten, qui est le journal des corps francs de 1929 à 1944, que von Salomon, d'ailleurs on le voit sur l'image, mais la qualité est pas terrible, vous le verrez pas, même si j'augmente un petit peu, mais il est rédacteur en chef à ce moment-là. Il le dirige de 33 à 34 jusqu'à la nuit des longs couteaux, qui marque fatalement une rupture pour lui. Donc, il n'avait rien à dire, mais il n'a jamais pu être annexé par un régime national-socialiste qu'il a critiqué avant même son accession au pouvoir, coupant l'herbe sous le pied de certains mornes critiques n'ayant jamais pris la peine de le lire, et qui posent le diagnostic d'un homme qui se serait plus ou moins accommodé du nazisme jusqu'à sa défaite avant d'en dresser un réquisitoire dans le questionnaire. C'est moins simple que ça. Mais maintenant que la censure est levée, voilà que cet homme éloigné du national-socialisme attaque la dénazification. On pourrait donc penser à une surprise. En réalité, von Salomon est depuis 1918 sur une ligne de crête. Il est un antidémocrate et un anti-nazi, un antisémite qui vit avec une compagne juive en pleine Seconde Guerre mondiale. Il a été en tout cas un militaire furieux et maintenant un dandy bon vivant. Il a été un ascète emprisonné, il est aujourd'hui, au moment où il l'écrit, en tout cas un bourgeois grassouillet. Alors en 1951, il a sans doute regagné quelques kilos, mais il en avait perdu un certain nombre pendant la Seconde Guerre mondiale, comme tout Allemand. Mais il est en perpétuelle bascule. Son œuvre de la maturité est justement celle qui permet de comprendre cette ligne de crête qui suit le destin allemand de cette époque. Donc vient la question, qu'a-t-il à dire dans ce livre après 20 ans de silence ? Donc ça c'est le questionnaire, hein, le Der Fragebogen en allemand, questionnaire en français. C'est le questionnaire qui a été adressé à tout Allemand après la guerre par les autorités d'occupation. Donc comme on a dit, le livre utilise le questionnaire comme un cadre permettant un suivi presque chronologique de la vie de von Salomon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première partie est au global l'occasion d'une mise en abîme, la descente dans un passé déjà raconté, et à réécrire ou à raconter autrement. On récite donc la même histoire, mais vue par une autre lorgnette et presque par un autre homme, plus mûr, moins enflammé. Et le questionnaire est l'occasion pour le metteur en scène qu'il est de dévider la pelote de son existence et de lever le rideau sur certaines coulisses de l'ensemble de l'œuvre personnelle et littéraire. Le livre donc s'ouvre par l'arrivée de notre auteur en 1928 dans un sanatorium, et comment une médecin ingénieuse lui fait mettre un premier pied dans la porte de l'écriture. Il arrive dans ce sanatorium après avoir été libéré de prison. On l'avait dit, il en sort en 1927. Et donc ça décide finalement de sa vocation et de la rédaction des Réprouvés. Très vite, par un basculement temporel, vient un des leitmotifs principaux de l'œuvre, soit l'occasion de dresser le bilan du bourgeois isolé et coupable qu'il est devenu sans pouvoir l'empêcher, alors que ses compagnons ont eux choisi la voie avec ou contre Hitler, mais continuent sans relâche leurs anciennes luttes. Je vous ai mis Hartmut Place. On a une certaine mélancolie qui se dégage de ce premier souvenir parce que effectivement ça se déroule donc aux côtés d'un de ses amis, Hartmut Place. Je vous laisserai regarder qui il est. Disons que c'est un von Salomon qui continue la lutte et qui finira fusillé à Ravensbrück, puisque il joue un rôle assez considérable dans l'opération Valkyrie. Et sans répit vient déjà l'heure de sauter dans le train pour Vienne et de flâner en 1932 au bord du Danube, parmi les étudiants et les chômeurs, dans une atmosphère pesante et grisâtre dans laquelle il rédige Les Cadets.
Je le cite, « L'Autriche tout entière ressemblait à une plaie ouverte et des gens que cela ne regardait nullement y mettaient leurs doigts sales. » On comprend qu'ils doivent quitter très vite les bords du Danube, le manuscrit des cadets dans les bagages, et Ernström dans le compartiment, qui regarde avec dédain déjà l'ancien compagnon combattant devenu intellectuel, mot de toutes les infamies. Et puis, à la façon du scénariste de cinéma qu'il est devenu, on revient maintenant en arrière et on rejoint la lutte des paysans dont on avait parlé dans le Schleswig. L'occasion aussi de voir ce qui se trouve derrière la ville, et son histoire romanesque, et la réalité de son rôle dans cette lutte. Toute cette première partie, elle est intimement liée à son travail d'écrivain, à son parcours, dont il peut détailler ici les motifs et les coulisses. La seconde partie, c'est celle de l'homme dans l'histoire et de l'échec du mouvement national, qui est le sien et qui est aussi celui d'un monde. De cet échec découle la suite de ce qu'il a raconté. Donc vient en premier lieu dans cette liste l'échec intellectuel. Parce qu'en effet, c'est à peu près au même moment en fait, que sont menées ces luttes paysannes, que son statut d'intellectuel, journaliste et futur écrivain le fait participer au cercle, disons, nationaux révolutionnaires. Je vous ai mis Ernst Junger, je vous cite l'auteur, je vous cite Von Salomon sur Ernst Junger. C'était sans doute Ernst Junger qui donnait à la revue son importance, par des articles si spirituels et d'un style si cristallin que nos lecteurs, remplis d'un profond respect, avaient l'impression qu'il était déjà bien beau si Ernst Junger lui-même était sûr de les comprendre. On entre dans les arcanes du mouvement finalement confidentiel, fragmenté aussi, quasiment morné, et auquel la postérité a finalement plus rendu hommage que l'époque qu'elle a voulu transformer. Ce qu'on appelle la révolution conservatrice, on en parlera peut-être dimanche prochain, même si on l'abordera, comment dirais-je, dans un effet d'entonnoir sous un point particulier. Donc cette présence dans les mouvements plus ou moins disparates autour de quelques grandes figures lui permet au moins de rencontrer son futur éditeur, Ernst Revolt, qui aura un rôle très important. Avant que la police ne l'arrête pour son rôle dans les troubles paysans, il fera quelques mois de prison, je l'avais déjà dit. En définitive, le large spectre national-révolutionnaire est une qualification par défaut qui balaye penseurs et groupes qui n'ont rien en commun, si ce n'est de ne pas vouloir être qualifiés de réactionnaires et de s'écarter un petit peu du vieux nationalisme. Un mouvement dans lequel, par exemple, un Otto Strasser a une assise populaire, mais il n'a pas d'assise intellectuelle, alors que Junger, c'est l'exact opposé. Donc, ce départ en prison pour quelques mois lui offre le calme adéquat pour la rédaction de son premier livre, Les Réprouvés, on l'avait dit. Premier livre sur lequel 20 ans, voire même un peu plus de 20 ans de temps passé, lui permet de donner une opinion, ce qui est toujours intéressant, je le cite. Le résultat ne fut ni une chronique au sens habituel, ni un livre de mémoire. Revolt l'appelait un document, qui témoignait des événements décrits et, d'une manière un peu gênante, de l'homme qui l'avait écrit. Ce livre, dont je ne suis pas très content, est le plus faible de tous ceux que j'ai écrits, bien qu'il ait connu le plus grand succès. Suit dans la litanie des souvenirs la nuit des longs couteaux, profond choc moral pour l'auteur qui solde la défaite de l'idéal national révolutionnaire. Le silence et la sidération s'installent autour de Von Salomon pour 20 ans, d'autant que, sans revenir sur les causes, structurelles de cette purge, sur l'intérêt que tous y trouveront, le Hitler, la Reichswehr aussi, bref, sans revenir sur tout ça, au plus simple, ce sont nombre de camarades de Von Salomon qui y trouvent la mort. Elle se complète par la nuit de cristal que l'auteur ne peut pas plus comprendre dans ses méthodes et ses motifs. Et donc tout cela explique aussi son choix, après sa carrière d'écrivain et d'historien des corps francs, de devenir scénariste pour l'UFA de 35 à 45. L'UFA, c'est l'Universum Film, le grand producteur de cinéma allemand. Et donc la défaite du mouvement national consommé et accepté, le révolutionnaire ardent devient un bourgeois tout aussi ardent de jouir d'un train de vie confortable. Il s'en explique par l'attrait pour le monde du cinéma, monde qui est hors de son époque, qui est empreint d'une certaine, même limitée, mais d'une certaine neutralité politique, d'une certaine neutralité économique, un monde où l'on peut dire ce que l'on souhaite pour peu que l'on respecte le goût du public et ensuite la censure. Le questionnaire donne aussi la triviale clé du
du non-engagement de von Salomon dans la Wehrmacht et la Seconde Guerre mondiale. On peut en effet à juste titre se demander pourquoi un homme de 37 ans au début du second conflit mondial ne s'est pas retrouvé sur un champ de bataille anonyme avec entre les mains un fusil produit en série pour répandre une mort à l'échelle industrielle. Il semblerait que même dans ce conflit de la machine, de toutes les extrapolations du cerveau humain, l'administration, c'est sa grande force, ait su garder la tête aussi froide et les pieds aussi enfoncés dans le sol que dans une tranchée du bord de la Volga. S'il n'a pas combattu, c'est tout simplement parce que son passage devant le conseil de révision se termine par le constat que sa santé le permet, certes, mais au fil des questions, le conseil réalise qu'il est un ex-prisonnier et démobilisé comme sous-lieutenant de la Reichswehr, soit normalement réintégrable en tant qu'officier. Or, il est impensable pour le conseil d'envoyer sur le front un officier ayant été en prison. Ceci étant, qu'on ne se trompe pas, l'aventure ne rend pas l'homme fier pour autant, je le cite, mais en réalité je me sentais mal à l'aise. Jadis, j'avais écrit sur la nature de la guerre et maintenant j'avais perdu le droit de l'avoir fait ou de le faire encore. Jadis, j'avais attribué une valeur positive à la guerre en tant qu'événement élémentaire, et maintenant je n'y participais pas. Tout comme j'avais attribué une valeur positive à la Révolution nationale sans y participer. On comprend effectivement la difficulté d'un homme qui a écrit ces choses et qui effectivement se retrouve dans cette situation délicate que d'être interdit de participer à la guerre. Donc la Seconde Guerre mondiale, qui est l'arrière-plan majeur quand même d'une grande partie du livre, sa dureté, sa réalité presque, j'ai envie de dire, elle est évacuée par de belles pages, sur un point central dont on a parlé chez l'auteur, qui est le destin individuel. Je vous ai mis ici Wolf-Friedrich, que ce soit donc le compagnon aviateur, Wolf-Friedrich, Karl Wolfgang Friedrich de son vrai nom, de son nom complet, l'homme donc, ses décorations, qui est le modèle du guerrier allemand chevalier du ciel, que ce soit la femme de ménage de von Salomon et Mai Ming, qui illustre cette résistance, on va dire, diffuse, populaire à Hitler après l'avoir élu, et qu'il ait confisqué le pouvoir. Finalement, tout le tragique de la guerre est contenu dans la vie d'individus isolés autour de notre auteur et leur mort tragique. Et le tragique d'ailleurs côtoie toujours le bouffon, puisque la dernière soirée avec leur ami aviateur, elle se passe par exemple avec chez une femme qui s'avère être Eva Braun. Et en fin de bouche vient toujours l'amertume contre le régime. Je cite l'auteur sur la mort de cet aviateur. Sa mère avait ainsi perdu son troisième fils. La nouvelle de la mort de Wolf lui fut apportée par un fonctionnaire du parti, qui constata en même temps que cela libérait une chambre, et il la réquisitionna aussitôt. Cet exercice de l'individu et de sa vie tragique est sans doute là où se déploie le mieux le talent de conteur de l'auteur. D'autant que le conflit mondial regorge ad nauseam d'anonymes dont la vie exemplaire ne méritait pas forcément le silence de l'histoire. Il est évident que c'est un exercice de convenance qui permet d'aborder certains points délicats par un biais qui sera moins polémique. Iming, la femme de ménage, représente par exemple en archétype cette, j'allais dire, résistance, ce côté réfractaire plutôt populaire du bon sens qui n'a, je le cite, pas besoin de Prague mais de beurre. Alors ça ne fait aucun doute que ce peuple a existé et que les sociodémocrates et communistes ne sont pas devenus du jour au lendemain des nationaux-socialistes convaincus. Ce n'est pas le fond du problème, c'est plutôt, disons, l'utilisation discutable qu'en fait pour certains l'auteur. Je considère pas, à titre personnel, une responsabilité collective allemande, surtout à 80 ans de distance, mais c'est vrai que c'est un moyen quelque peu facile et littéraire d'exonérer tout un bloc par un exemple individuel. Certains humains, c'est vrai, sont sans doute de meilleurs baromètres que d'autres, mais je ne sais pas si l'on peut forcément en tirer des leçons de vérité historique générale. Disons que c'est une commode façon pour lui de refuser le principe de la responsabilité collective, et donc le processus global de dénazification qu'on lui impose, et dont le questionnaire est une part, puisque nazification il n'y a pas eu. Je le cite, 80% de la population était membre du groupe principal Iming. Encore une fois, peu importe son opinion sur la question, l'idée est ici de dire pourquoi l'auteur écrit ce qu'il écrit. Voilà.
Je me permets juste une toute petite pause, je bois un coup. Enfin vient le morceau de bravoure de la Bavière, où von Salomon est installé à la fin de la guerre. José Emile Volksturm. Il y assiste au dernier jour du conflit, à la débandade générale, au grotesque Volksturm qu'on essaye de former, à l'illusion chez certains de la forteresse alpine, aux SS fanatisés autant qu'à ceux qui s'arrêtent pour troquer leurs habits contre des tenues civiles, aux profiteurs, aux gagnants, aux perdants, bref, à tout ce que draine le fluide écroulement d'un monde. Comme dans toutes les fins de règne, on est surpris de la rapidité de la transition. La réalité ne fait jamais de cadeau à la postérité, et à quel point la mort d'Hitler n'a aucune signification au quotidien, comment le bonjour remplace le Heil Hitler du jour au lendemain, et comment s'organise tout de suite la débandade dans l'espace libre avec ses représentants de la débandade, les SS vociférants, les colonels de mission fantômes, les gendarmes en balade. Je cite l'auteur, l'essentiel était qu'il y eût quelqu'un pour descendre, peu importait qui descendait qui. Je pense que, comment dirais-je, on pourrait y voir une exagération littéraire. Force est de constater quand même que les mondes s'écroulent sans que personne n'y prête une attention soutenue. Hein. Ça va très très vite et les habitus se modifient tout aussi rapidement. On l'a vu hein, récemment, j'en sais rien, le plus récent serait peut-être l'écroulement de l'URSS. Voilà. Il y aura toujours des gens pour le regretter, comme il y avait des gens sans doute pour regretter l'Allemagne de 1942. Il n'empêche que les gens se sont fait très vite à autre chose. Ce qui ne veut pas dire que tout a changé, bref. Et donc c'est juste avant l'arrivée des Américains que l'on rebondit pour la dernière fois sur le passé, dans ce qui est l'isola principale du livre, isola dont l'auteur tirera, j'en avais parlé, une œuvre entière, je l'avais dit la dernière fois, alors j'avais dit je crois Glücklich in Frankreich la dernière fois, c'est Glück in Frankreich. Voilà, on m'excusera, je ne me souvenais plus, je l'ai de tête. Je suis pas certain qu'il ait été traduit en français, mais ça n'a pas grand intérêt dans le sens où, de toute façon, tout cela est contenu dans le questionnaire. Le voyage en France de notre auteur, peu après donc sa rédaction des Réprouvés, je l'avais dit, hein, elle correspond au stéréotype. Tout est idyllique, Paris, Saint-Jean-de-Luz. Cette carte postale de la France éternelle jusqu'aux années 80 en fait. On porte le béret, on boit du vin. Bon, l'histoire d'amour est certes un peu convenue. Ces idylles, vous savez, où tout est gratuit, tout est offert, tout est parfait. Mais écoutez, l'Ode à la France y est assez plaisante et c'est un passage léger et poétique où l'on s'extrait un peu des temps si durs décrits, j'allais dire, dans le reste du livre, voire même dans le reste de toute l'œuvre de von Salomon. Et finalement, tout cela se termine à regret. L'appel de l'Allemagne et du combat idéologique est le plus fort, et l'on connaît la suite pour en avoir déjà parlé. Et le dernier appendice, et la partie finale de l'œuvre, c'est le plus important. Ça concerne mettons ça entre guillemets ou pas, mais la libération par les Américains telle que vécue par Ernst von Salomon. Bien entendu, comme le reste, cette partie fourmille d'anecdotes vues sur les Américains, sur les Français, sur les comportements de chacun, c'est parfaitement passionnant à lire. Quand le conteur est bon, ce serait sans doute un petit peu indigeste à la restitution, donc je m'abstiens. La libération, c'est un condensé de sa couardise bourgeoise, matinée d'un certain flegme cynique de l'homme qui a maintenant beaucoup vécu. Et il est donc finalement arrêté, comme énormément d'Allemands, sur un motif plus ou moins vague, avec sa compagne juive. Hop, je vous mets les prisonniers. Donc là encore, on retrouve son exercice de gourmet, le destin personnel, mais cette fois il s'agit à nouveau du sien. Comme d'habitude, il y excelle. Son récit, sans aucun doute véridique, et témoigne là aussi sans contexte de la brutalité parfois un petit peu kafkaïenne de l'occupation alliée, vue à l'échelle de l'individu. Tout du moins à l'échelle de l'individu. Et on peut le dire, d'autant plus que c'est un sujet méconnu, on va dire, parmi le grand public. On emprisonne et on tabasse sans procès et sans discernement, ça c'est une certitude. Et il est certain que, à l'échelle de l'homme, une tarte dans la gueule fait plus mal qu'à l'échelle d'un peuple. De même qu'un an d'emprisonnement, c'est très long dans la vie d'un être humain, plus que dans celle d'une nation. On voit la gabegie, le mensonge, le caractère grotesque des accusations qui sont portées, mais l'individu est broyé dans les rouages d'une machinerie monstrueuse qui s'appelle la loi du vainqueur.
c'est un fait, ça a été brutal, et il est absolument pas question ici de mesurer des échelles de souffrance, hein, je laisse ça à chacun. Donc Ernst von Salomon rejoint un camp d'internement, lui pète quelques dents en guise de bienvenue, il abandonne sa dignité et se rend compte que, comme face au nazisme, il a deux choix, agir en sot ou agir en lâche, et que comme face au nazisme, tout le monde fait le second. Son internement va durer 1 an et demi, il est relâché en septembre 1946. Alors bien entendu, c'est un emprisonnement et un internement injuste et cruel. Il est remis en liberté très rapidement, je dirais au bout d'1 an et demi, mais sans qu'aucune charge ne soit retenue, et on reconnaît qu'effectivement on s'était trompé complètement. Mais tout ça doit être reposé dans un cadre plus large, qui est celui du privilège du vainqueur et de ses nécessités. Et comme tout le monde le sait, nécessité fait loi, hein, donc je pense que c'est sans doute à la fois la partie où l'injustice subie nous met le plus aux côtés de l'auteur, c'est aussi une partie où il est très à l'aise, mais c'est sans doute celle où les critiques et les envolées tombent un petit peu à plat. Il est victime d'un rapport de force. Aujourd'hui, à 80 ans d'écart, avec la fin de ces événements, on se rend compte du rapport de force duquel il est victime, et du fait effectivement que cette gestion a été menée d'une façon sans doute dure pour certains individus, mais bien moins que ce qui a pu être fait dans d'autres parties du monde, et commis par le national-socialisme lui-même. Je pense que, sans être moi-même particulièrement rigide, on va dire le travail que je fais le prouve. Non, c'est pas tellement le sujet, mais disons que les sujets abordés, les réceptions au fil du temps, on verra à quel point ça peut être large. J'ai pas de rigidité. Mais je pense que l'honnêteté est quand même au-dessus du dogme. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dévaloriser son sentiment d'injustice, mais il faut aussi le dire. En l'espèce, dans le livre, chez von Salomon, le camp des infortunés allemands ne compte que des innocents, des prud'amoiseaux, la parole sûre et au bras fort. Tout est exemplarité, aucune culpabilité personnelle n'existe, le nazi convaincu est plus que rare, l'humaniste est partout, enfin voilà, à peu de choses près, j'exagère un peu le propos, mais vous voyez l'idée. Le personnage le plus frappant de ce point de vue, c'est tout à fait poignant, hein, la façon dont il l'écrit, mais le personnage le plus frappant, c'est Hans Ludin. Il en dresse un panégyrique formidable de chevalier blanc honorable, froid devant la mort, endossant des responsabilités pour tous, innocent, ce qu'il a pu être, hein, il a pu être brave, froid devant la mort, tout ce que vous voulez, hein, mais il a fini entre les mains, je crois, des Slovaques qui l'ont étranglé pendant 20 minutes pour crime de guerre, crime dont personne ne discute la matérialité. C'est pas dérangeant, mais on constate un petit peu cette tendance de von Salomon à nous dépeindre un nazisme qui a vécu par magie sans nazi. Or aujourd'hui, je crois que plus personne ne conteste leur caractère de criminel, peu importe ensuite que l'on parle des Alliés, que l'on parle de une sorte de parodie de justice qu'est Nuremberg, en tout cas de la loi du vainqueur qui est quand même largement contestable en point de vue juridique. Il y a tout un tas de choses contestables, de demi-mesures, ou du fait que l'on ait tendance à servir aujourd'hui du national-socialisme pour masquer d'autres réalités, ou d'épithètes disqualifiants pour lesquels le nazisme peut s'avérer être une grande utilité en politique, mais ces gens ont été des criminels au service de leur idéal. Voilà. Je pense qu'on peut le reconnaître sans aucune difficulté. Après, von Salomon est allemand, bon, c'est de bonne guerre, on dira. Donc quel intérêt à cette lecture ? Bonne question. Il est clair que si vous ne voyez pas d'intérêt à ce qu'un bon ami vous promène avec lui dans le parc Hohenzollern de Kiel, vous accompagne dans la Jahnstraße pour voir le haut immeuble de 4 étages qu'il a vu naître, vous l'avez en face de vous, c'est le bâtiment jaune, hein, von Salomon est né à cet étage-là, au 4e, dans ce bâtiment. Donc si vous n'y voyez pas d'intérêt, si vous ne voyez pas non plus d'intérêt de le suivre dans la Rothschild Allee à Francfort pour participer à de terribles bagarres enfantines avec les ennemis irréductibles de la populaire Egenhofstrasse, alors effectivement vous pouvez passer votre chemin avant d'ouvrir ce livre. La mémoire est plus forte que l'imagination, est-il dit dans le livre. C'est ici que tout réside en littérature. Ce témoignage, c'est notre mémoire, c'est le palliatif à ce que nous ne pouvons pas ou nous ne pourrons plus nous-mêmes imaginer, ce n'est pas possible. C'est toujours la politique au sens le plus noble, qui préoccupe notre auteur, mais à son échelle.
en troquant le plancher pour le perchoir, en devenant témoin et non plus juge et partie comme il l'était avant dans ses précédents livres. Il semble pouvoir mieux définir ce qu'il a voulu, à 20 ans d'écart aussi, mais sans être encore capable de transmettre ni ce qu'il veut, ni encore moins ce qu'il voudra. D'abord parlons du ton de l'œuvre. Vous avez Vent de Salomon ici, après avoir pris ces quelques kilos de plus. Mais comme il le dit lui-même, mais je crois que c'est dans le questionnaire, hein, il le dit lui-même, il aime être gros. Les gens sont beaucoup plus respectueux et vous allez plus facilement avoir un prêt à une banque lorsque vous faites envie et non pitié. Donc Vent de Salomon a la qualité, on va dire, rare de l'ironie chez un homme de ces idées-là. À la question du questionnaire qui lui est fourni, pour quel parti politique avez-vous donné votre voix en mars 1933, il accorde cette sentence. Je le cite. Les réponses aux questions 1 à 131 de ce questionnaire font apparaître que j'ai d'impérieux scrupules moraux et intellectuels de participer à des élections. Je n'ai jamais voté, et le fait que, tout en connaissant le caractère secret du scrutin, un questionnaire officiel pose des questions comme celle-ci, m'incline à croire que je ne participerai jamais à des élections. Bon, bien sûr, encore plus que ces autres livres, il faut aimer les conteurs et être soi-même sensible aux souvenirs. Tout est dit par l'auteur lorsqu'il nous plonge en quelques lignes dans la Kiel de son enfance, Kiel, image de la fierté impériale, siège de la flotte de la Baltique, puis dans la Kiel des chemises brunes, puis dans la Kiel des immeubles détruits par les bombes anglaises. À quoi bon donc tout ce parcours ? Peut-être que Les Réprouvés, c'est le livre qu'il faut lire jeune, le questionnaire est sans aucun doute le livre qu'il faut lire en se voyant soi-même vieillir, et sans aucun doute décevoir le jeune homme que l'on a été. À moins d'être une sorte d'automate qui n'a que faire des questions sur l'existence, hein. Ils sont nombreux, mais nous sommes aussi légions à ressentir ce que Vent de Salomon nous décrit. Il s'agit aussi d'un intéressant exercice de réécriture, où l'on en apprend plus sur tout ce que l'on a déjà lu, où l'on resitue certains faits, où l'on réalise ce que l'auteur a à l'époque transformé, tué, exagéré ou trahi, et qui peut maintenant se permettre de livrer. C'est l'occasion à chaque question de croiser les figures du passé, d'expliquer les mobiles, les motifs, de déterminer avec plus de distance et parfois plus d'honnêteté les raisons de certaines actions, de réaborder le cadet, le réprouvé et le paysan avec un autre œil, avec ceux aussi qui étaient là, et à qui on offre une dernière occasion de témoigner avant que la guerre ou l'âge ne les emporte avec leurs secrets. L'occasion, au moment de son retour à Munich après l'assassinat de Rathenow, de sa rencontre avec Hitler, première et dernière fois qu'il le verra de si près. L'occasion de nous redonner à voir l'organisation consul, et son caractère finalement servile, tout à fait officiel, ce qui transparaît assez peu dans Les Réprouvés, où l'auteur voile pudiquement le trivial de l'organisation dans un mystère, dans la fièvre conspiratrice de la jeunesse. Peut-être qu'il le fait d'ailleurs à cette époque-là sans s'en rendre compte, en le pensant vraiment. C'est aussi l'occasion d'illustrer la déroute finale du camp national, qui est littéralement phagocyté par le nazisme. C'est réellement un bilan qui se dresse d'un demi-siècle allemand. Sans doute le plus intense demi-siècle de l'histoire européenne. C'est le moment de pouvoir mieux expliquer ce qui ne pouvait être dit à l'époque, parce que tout était trop proche, trop plein de chaleur palpitante, de redire le vide idéologique, l'aspect devenu lointain de cette jeunesse où l'on était bien capable d'endurer et de souffrir pour une cause. Tout ça, aujourd'hui, ou en tout cas au moment où il l'écrit, avec le sourire du bourgeois, la pointe de cynisme du déçu, mais du déçu de soi surtout. Et je pense que si l'on comprend cela, on comprend modestement, parce qu'on est toujours modeste dans ce que l'on comprend et dans ce que l'on sait, mais on comprend modestement une partie de l'histoire de l'Europe de l'Ouest contemporaine. Comme tous les bourgeois vieillissants, ces hommes ont abandonné et troqué leurs rêves ardents contre un satisfaisant confort. C'est tout à fait naturel avec le temps qui passe, mais la jeunesse a rêvé et brûlé les idoles, et donc plus grande est la trahison, et plus fort le désir de tout aplanir autour de soi au niveau de sa propre médiocrité. Je vous ai mis hop. Vent de Salomon jeune, je le cite, sur sa jeunesse. Sans doute étais-je aussi animé du désir d'éluder la tentative oppressante de vivre une existence bourgeoise, ou du moins de reculer ce qui était si désagréablement inévitable. J'étais jeune, j'avais donc beaucoup de temps et de choses devant moi. Vous aussi, vous avez compris, ou vous comprendrez
le jugement que l'on peut porter sur ses actes et ses pensées de jeunesse. Mais cette génération, ne jouant pas leur rôle de sages et ayant quitté leur époque à cause d'une culpabilité jugée trop importante par les nouveaux maîtres dans les événements passés, ils ont assisté absents aux événements et le temps a ensuite fait son œuvre pour nous mettre dans l'impasse. Passifs, ils ont donné naissance à des passifs et au triomphe à long terme de ce que l'on peut assimiler, en tout cas ce discours qui vient aujourd'hui de tous les bords politiques de ce qu'est aujourd'hui une dictature parlementaire libérale. Le plus étonnant dans cette trahison, ce n'est pas celle de l'écrivain, parce que les mots sont toujours jetés avec légèreté sur le papier, mais plutôt celle du conspirateur et du soldat. C'est avant tout une trahison de la jeunesse, et l'huile bourgeoise a emporté la volonté de dégonder le monde. Peut-être que c'est une leçon éternelle, je ne sais pas. Pour autant, on ne peut pas entièrement les blâmer et mettre au fer une génération de survivants. Ils se sont tus parce que l'ordre des choses et la loi l'imposaient. Le décollage économique occidental, la reconstruction, les lendemains pacifiques et chantants ont conduit à un mensonge, soit le fait que les nazis n'avaient pas existé autrement que par leurs crimes et n'avaient rien eu à dire sur l'ordre du monde. Les nazis, le national-socialisme, voire effectivement tout ce pan de la révolution conservatrice et tout ce pan de la droite allemande. Et on s'est assuré qu'il n'est rien à ajouter par la loi du vainqueur. Après tout, un malheureux vaincu, comme on dit. Mais simplement, ils ont existé, ils ont été porteurs de méthodes nouvelles, ils ont existé, ils existent, ils existeront toujours. Et, il ne s'agit pas de faire le batteur d'estrade, de générer de la monnaie sonnante sur un fantasme de danger de la bête immonde, mais je veux dire, c'est un constat historique, celui de l'extrémisme naturel et du fait que privé de voix un demi-siècle d'histoire produira sans doute des fruits assez troubles. D'où l'importance de ces lectures, peu importe ses opinions. C'est une lecture qui s'adresse à tous. Alors que dit-il enfin de l'Allemagne de son temps ? La question la plus brûlante, celle qui était fut un temps la plus éloignée et qui par un coup de baguette magique de l'histoire, l'éternel retour du même nietzschéen, cette question a repris une certaine actualité, c'est bien entendu celle de l'antisémitisme. Il semblerait qu'elle ait un petit peu transité de bord, mais ça ce sont les accidents de l'histoire, c'est comme ça. Tout le mouvement national était antisémite à des degrés variables, dit-il. Et pourtant, Van Salomon mène une confortable vie bourgeoise avec une compagne juive, ce qui reste un risque important dans l'Allemagne hitlérienne, assez peu tolérante envers les Rassenschandel, les souilleurs de race. Il est évident que cette idéologie est incompréhensible à nos contemporains sous la forme qu'elle prend chez l'auteur. Notre époque étant, on va dire, beaucoup plus imperméable aux nuances. L'antisémitisme relatif de Van Salomon est simplement le résultat d'une époque, ces époques de caricature-là. Même si, paraît-il, encore une fois, ça revient sous les traits d'un célèbre présentateur de télévision et histrion notoire, il semblerait quand même qu'on n'ait pas les mêmes niveaux. Quoi qu'il y a de moi que ça fait d'excellentes caricatures aussi, mais bon, a priori, ça a l'air réservé à certaines personnes. Mais cet antisémitisme de Van Salomon, c'est le résultat, comme j'ai dit, d'une époque, d'un milieu. Elle s'appuie aussi sur une réalité, c'est vrai, c'est la présence d'un nombre plus important de juifs pour des raisons compréhensibles dans les mouvements libéraux plutôt que nationaux. Il l'a dit lui-même dans La Ville, il fait parler son personnage quand il dit qu'il part à l'assaut du bastion libéral et que ce bastion était composé de beaucoup de juifs, d'où son antisémitisme. Et donc la République de Weimar, c'est l'époque, elle n'est pas à l'écart du monde de l'Europe de l'Ouest, où les antisémites pouvaient à la fois librement s'exprimer et où les juifs pouvaient tout autant être ministres. C'est un monde, cette ambivalence devenue très étrange. Et n'ayant aucune base raciale ou biologique, mais plutôt nationale et politique, cet antisémitisme de l'auteur, il va mourir avec son désengagement du politique. La nuit de cristal est pour lui aussi honteuse que la nuit des longs couteaux. Pas tellement sur la cible, encore que, mais surtout sur la méthodologie adoptée et les discours mensongers construits autour. Que des gens soient assassinés et que les justifications politiques soient grotesques, c'est ça qui lui chaud. Que l'on tue ses compagnons ou que l'on tue des anonymes. Sur le national-socialisme, un point qui est déjà abordé dans Les Réprouvés, c'est la notion d'État qui est centrale dans la critique qu'en fait Van Salomon. L'État devait être révolutionnaire dans ses méthodes et conservateur dans sa nature.
le reproche qui est fait à Hitler, c'est d'avoir déplacé, on va dire, l'accent décisif de l'État vers le peuple. En empruntant le Führerprinzip, ce principe de l'autorité, et en le faisant légitimer par la totalité, pour von Salomon, il avait trahi. Ce qui avait présidé à l'établissement d'Hitler, c'est le vide d'idées qui avait permis finalement à chacun de s'établir dans ce vide en le remplissant comme il le souhaitait. Bon, pour ce qui est du reste de l'Allemagne, de son passé, de son présent, je vous laisse lire le livre. J'ai été assez long. Au-delà de l'idéologie et de la chronologie personnelle, voilà, c'est vraiment l'histoire et l'historiographie post-45 qui émergent. Et même s'il s'agit d'un exercice littéraire et d'effet de manche, se pose le questionnement diffus de la culpabilité dans le témoignage. C'est très important parce que c'est un questionnement qui va se poursuivre sur le long 20e, voire sur le 21e. 80 ans après, on est toujours à se poser les mêmes questions. Je cite... c'est quelque chose qui est entré dans la pensée allemande très rapidement. Je cite von Salomon, qui fait parler un soldat allemand en Bavière. On avait aligné les corps calcinés dans une cave, sur des bancs. Ils avaient l'air de troncs d'arbres brûlés. Je suis passé plusieurs fois à côté de ma femme avant de la reconnaître. Elle avait le gosse dans ses bras. J'ai vu son bracelet, et c'est ainsi que j'ai pu l'identifier. Je l'avais pris jadis à une jeune juive de Kiev pour le donner à ma femme. Parfois, je me demande si c'était pour ça. Et c'est tout le débat qui suivra à chaud, après les événements, sur l'obéissance aux ordres, sur les faux semblants, sur les héros, sur les tortionnaires, sur la minorité, la majorité. On a là, avec von Salomon, un témoignage direct et précis, alors partisan comme tous les témoignages, mais direct sur l'Allemagne de la sortie de guerre et sur tout ce que l'historiographie tente de dégager aujourd'hui en tournant en rond à chaque décennie où chaque auteur a un avis mais se caractérise par le fait de n'avoir jamais vécu ni l'époque ni cette violence. Et tous les 20 ans on a cette nouvelle historiographie, on a des nouveaux coupables, des nouveaux innocents. Ici on a un récit à chaud. Voilà, c'est ce que je pense être important. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, le questionnaire c'est un chef-d'œuvre de construction littéraire. Il est foisonnant de personnages, célèbres et anonymes. Il est foisonnant de dates, il est foisonnant de lieux, il est foisonnant de regrets, d'espoir, de déception. C'est un monument vraiment de mélancolie chantante et de cynisme doux. À mon sens, c'est un des chefs-d'œuvre de l'Europe moderne, qui embrasse bien plus large que les réprouvés. L'eau de la clepsydre s'écoule, elle laisse un goût amer à l'auteur, qui fait la nique au passé, au présent et surtout à l'avenir. C'est le testament d'un homme de 50 ans, dont on préférera oublier les 20 dernières années qui sont assez confites en radotage, mais il entraîne le lecteur complice dans un voyage profondément allemand, mais surtout européen. C'est, on va dire, une partie de notre histoire qu'il a vécue. C'est un témoin de 1900, on va dire avec les cadets, pour faire simple, de 1914 à 1950. Voilà, il livre un témoignage sur ce presque demi-siècle de vie allemande et de vie intense européenne, et avec tout ce qu'il traverse à titre individuel comme transformation dans sa pensée, dans l'évolution de la société autour de lui, dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a fait. Donc c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je vais lui attribuer comme d'habitude une phrase et une note. Alors une note, je suis obligé de lui donner la note de Tsen sur 10, fatalement, parce que je le pense, et je le cite aussi parce que je trouve que c'est la phrase la plus... Elle illustre un peu l'auteur, je trouve, mais ça fait partie un petit peu de son côté, c'est même pas du cynisme, mais ce côté un peu humour, un peu britannique, et la conscience aussi de ses actes. Je le cite. Je continue donc de vivre tranquillement, décevant nécessairement tous ceux qui ont lu mes livres. Voilà, tout est dit. Donc effectivement, je vous le recommande chaudement. Alors peut-être ne pas commencer par ce dernier. Il me paraît quand même plus sage de l'aborder à la fin parce que, encore une fois, c'est une rétrospective de toute sa vie, peut-être pas, mais d'une partie de sa vie et donc de toutes les œuvres passées dont on a discuté précédemment. Et donc de fait, vous allez retrouver d'autres choses réécrites d'une autre façon. Et je trouve ça intéressant de dérouler comme on l'a fait là.
ou de les prendre dans l'ordre de parution, peu importe, mais voilà, de passer des cadets aux réprouvés, à la ville et au questionnaire, vous avez tout ce demi-siècle allemand. Alors, avec ce grand trou de parution entre 1933 et 1951, mais ce trou il est comblé par ce que raconte l'auteur dans ses 900 pages. Voilà, le livre à lui seul en 900 pages fait quasiment les 3 autres, à peu de choses près. Donc vous avez vraiment le témoignage d'un homme pertinent, avec du recul, et même si effectivement c'est partial, c'est un Allemand qui écrit sur ce qu'il semble être une injustice, mais c'était déjà le cas dans une large partie de la littérature des années 20 allemande, où ce qui est vécu, notamment après le traité de Versailles, est considéré comme une profonde injustice. À titre individuel, encore une fois, vous voyez les choses autrement que l'historiographie ne le retiendra à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un peuple, à l'échelle d'une guerre. Voilà, donc c'est ça qu'il faut lui passer. Et effectivement, moi-même j'ai trouvé qu'à des moments ça visait pas la réhabilitation, mais ça omettait des points. Mais d'un autre côté, il écrit en 1951. Voilà, donc c'est une autre époque, une autre vision, et lui un autre vécu. Quand vous vivez encore une fois des injustices, vous avez tendance à les mettre en exergue, et ça me paraît assez naturel. Donc voilà pour ce soir, et voilà qui clôture ces 4 vidéos sur Vent de Salomon. Alors j'en profite justement pour aborder pas forcément la suite du programme, mais pourquoi je parlais encore de révolution conservatrice au début. La semaine prochaine, il y avait 2 créneaux réservés éventuellement pour les réceptions. Alors ce sont les créneaux, jusqu'à présent j'avais réussi à les remplir, ce sont les créneaux les plus difficiles à remplir, parce qu'ils demandent quand vous avez un calendrier assez délimité comme le mien, pour des questions diverses et variées, ça demande aux gens de s'investir à des dates précises, ce qui n'a pas de sens pour eux, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc j'ai quelques personnes qui vont revenir et qui sont déjà prêtes à le faire, mais les dates sont un peu plus reculées, donc effectivement je me retrouve avec parfois des trous. Je m'en doutais un petit peu, ça tient aussi, comme je l'avais dit, je pense à la nature de la chaîne, hein. Je pense que si on était 100 fois plus nombreux, alors c'est pas qu'une question d'audimat, mais c'est une question qu'il y aurait plus de gens susceptibles d'intervenir. On est une petite communauté, donc ça tient à la solidarité entre les membres, et il y en a qui font preuve d'une solidarité importante. C'est un esprit très communautaire, voilà, donc c'est très dans le vent de Salomon, donc c'est à l'ordre du jour, donc c'est très bien, je les en remercie. Encore une fois, je passe les annonces, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de venir. Je craignais un effet entre les deux, c'est-à-dire personne ou alors beaucoup trop de monde, et que je sois obligé de dire à beaucoup de gens de passer leur chemin, ce qui m'embêtait beaucoup. Donc pour le moment on est un peu dans un entre-deux. Donc la semaine prochaine, ayons ces 2 trous, mercredi et dimanche. Alors attendez, je bois juste un petit coup. Donc ayons ces 2 trous le mercredi et le dimanche. Mercredi je ferai du gaming à la con, j'ai dit Verdun, ça pourrait être autre chose, mais je comblerai ça par on va dire que c'est un peu par maladie mentale. J'ai besoin une fois que j'ai dit qu'il y avait quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Je suis là-dessus un petit peu mal formé d'un point de vue cérébral, mais c'est un besoin presque pathologique de m'en tenir à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je dois le faire. Sinon ce serait un manquement terrible à ma parole. Donc vendredi on se refait Crusader Kings avec tout le monde, c'était vraiment très très cool, en espérant, alors peut-être que ce sera à 21h, on verra en fonction des disponibilités de chacun, sinon on restera à 21h30. Et puis donc dimanche il est possible, si ce n'est probable, qu'à 21h nous parlions du Troisième Reich de Müller-Vandenbruck, pour clôturer un petit peu toute cette discussion. Ce sera un peu pour clôturer le cycle Vent de Salomon. Ça m'embête un peu parce que j'ai fini le livre, comme je disais hier, je l'ai fini vendredi. Alors certes ça laisse une dizaine de jours, mais j'ai d'autres choses à faire et je vais pas avoir forcément le temps de le digérer, donc ça m'embête un petit peu. Ça va être un peu brutal comme restitution et sans doute avec beaucoup de manque, pas forcément sur le fond, l'aspect philosophique, ce genre de choses, de toute façon ça me concerne un peu moins, mais plutôt sur pourquoi ça m'a parlé, ce que j'aurais voulu en transmettre. Mais je pense faire ça quand même, même si effectivement ça m'en enlève une prévue pour beaucoup plus tard, mais c'est pas grave, même si le temps se rattrape pas, on arrivera un petit peu à compenser. Et puis voilà.
Donc voilà le programme pour la semaine. Je ferai la suite au fil du temps, sans souci. De toute façon, le programme est fait pour assez longtemps. Donc voilà, fini Vent de Salomon. On reparlera normalement plus. Donc encore une fois, retenez, lisez-le. Lisez Jeunes les réprouvés, lisez le questionnaire pour faire pour avoir ce bilan et de tout un demi-siècle allemand par un homme qui a du talent, a aussi un petit peu d'humour, a du recul. C'est quelque chose qui est assez rare dans ce monde un petit peu qu'était le monde de disons de la droite, du nationalisme, on va dire, de cette époque-là où tout était beaucoup plus sérieux. Il est lui un combattant un petit peu lansquenet, un petit peu paillard, voilà, avec toutes ces petites choses un petit peu qui font lever un sourcil, voilà, le fait qu'il soit avec une femme juive et ce genre de choses. Il y a des choses comme ça qui nous interpellent, voilà. Donc lisez Vent de Salomon, c'est excellent. Et puis moi écoutez, je vous dis à mercredi avec certitude. Si des gens, je pense que ce sera Verdun, donc si des gens, je vais peut-être lancer l'annonce sur le Discord, si des gens ont envie de jouer, on jouera à plusieurs. Et puis, ma foi, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end, et puis une bonne semaine à venir. Voilà, allez, à bientôt.